Voici donc maintenant la parole à notre partenaire Facebook, Julien Decaux, Director of Business Engineering and Partners Solutions. Bonjour à tous, je m'appelle Julien Decaux, je suis en charge des partenariats marketing pour Facebook sur la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique, et je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. J'aimerais être là en personne, malheureusement je ne peux pas, donc ce sera le plus proche qu'on peut faire d'être là avec vous tous. Voilà, je suis venu vous parler d'une chose très simple qui est comment dans l'écosystème Facebook, nos partenaires peuvent vous aider à vous développer aujourd'hui et à vous préparer à l'avenir, et plus spécifiquement sur deux domaines. Je vais vous donner quelques mots sur qui je suis. Donc, je suis chez Facebook depuis maintenant 4 ans. Pendant 2 ans, j'ai géré les relations développeurs sur la zone EMEA. Et depuis maintenant 2 ans, je m'occupe des partenariats marketing. Mon background est un background principalement d'entrepreneur. J'ai commencé ma carrière chez Amazon très tôt, lors du lancement d'Amazon en France, en 99. J'ai passé pas mal de temps en Californie. J'ai notamment été fondateur d'une start-up de messaging pendant 4 ans avec un groupe d'ingénieurs français. Et j'ai rejoint Facebook il y a exactement 4 ans. Le rôle dans lequel je suis est un rôle particulièrement privilégié parce que je pense que dans les temps que nous avons tous vécu, je me retrouve dans une position où mon équipe peut faire beaucoup pour créer de la valeur économique pour des entrepreneurs, et pour aider tout un tas d'entreprises qui cherchent à aller en ligne et qui cherchent à se développer dans le monde actuel où la plupart des canaux ouverts sont des canaux online. Et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. On va vous parler un petit peu donc les différents thèmes que je vais aborder. Le premier, c'est que je pense que le marketing est un travail d'équipe maintenant. Il est très difficile pour qui que ce soit de faire du marketing sans avoir appel à des tierces parties, à des gens qui peuvent vous aider. Ça, c'est vraiment capital. Je vais vous expliquer, je vais vous donner quelques thèmes sur ce que Facebook fait pour pouvoir vous aider. Je vais creuser sur 2 sujets qui sont particulièrement d'actualité, qui je pense ont beaucoup de sens dans le cadre de cette conférence, qui sont le commerce sur Facebook et l'évolution de tout ce qui est signaux sur notre plateforme. Et enfin, je vais vous donner quelques tuyaux pour l'avenir, libre à vous de les utiliser ou non. En 2 mots, ce qui est important à noter, c'est que le marketing a énormément évolué depuis probablement 5 ans. Spécifiquement, avec cette évolution s'est beaucoup accélérée. Je vais vous donner quelques pistes de réflexion pour illustrer tout ça, mais je pense que c'est des choses que vous avez tous bien en tête. Déjà, l'explosion des données qui sont disponibles aux marketeurs, qui sont de plus en plus sophistiquées. Les points de contact clients qui sont de plus en plus nombreux. Maintenant, quand vous marketez un client, vous avez besoin de le toucher en ligne, vous avez besoin de le toucher offline, vous avez besoin de le toucher sur son mobile, sur son tablette, sur le web, bientôt en VR. Donc il y a un nombre de touchpoints qui sont très 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 importants. Il y a de plus en plus de canaux. Maintenant, pour toucher un client, vous pouvez essayer de le toucher via Facebook, via Instagram, via TikTok, via Snapchat, via LinkedIn, via Google, etc., 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 etc. Donc il y a de plus en plus de canaux pour le faire. Il y a des attentes qui sont vraiment grandissantes de la part des consommateurs, qui sont de moins en moins tolérants pour ce que j'appellerais la publicité qui n'apporte pas de valeur. Et enfin, il y a des process d'achat qui sont de plus en plus complexes parce que maintenant, on a tendance à aller sur Internet pour faire des recherches, aller dans un magasin, tester un produit, peut-être l'acheter en ligne. Avant de l'acheter en ligne, demander des avis à des amis. Comparer, relire des revues, etc., etc. Donc le cycle d'achat est devenu de plus en plus compliqué. Et enfin, je dirais, il y a des attentes en termes de confidentialité et de respect de la privacy des gens qui ont beaucoup monté. C'est vrai avec le GDPR, mais pas seulement. Donc quand vous factorisez tout ça, le marketing a beaucoup évolué et est devenu plus complexe. Si vous regardez dans les données, ce qui est intéressant, ça c'est par exemple des données qu'on a tirées dans le pays où je vis, qui sont au Royaume-Uni. Mais les données qu'on a sur la France et sur beaucoup d'autres pays d'Europe sont similaires. C'est-à-dire qu'en clair, pendant la période du confinement, en 3 mois, c'est passé à peu près l'évolution qui avait pris globalement 10 ans. C'est vrai pour la pénétration du commerce électronique, mais c'est vrai pour beaucoup d'autres domaines. C'est vrai évidemment pour l'enseignement en ligne,
C'est vrai pour le commerce électronique, pour le commerce alimentaire, mais c'est vrai pour tout un tas de domaines. C'est vrai pour la médecine, pour la télémédecine. Bref, il y a des évolutions d'utilisation des consommateurs qui sont passées en 3 mois, qui avaient mis 10 ans avant à se produire. Et la chose intéressante à noter, c'est que les consommateurs ne reviennent pas en arrière. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont compris qu'ils pouvaient, dans certaines circonstances, parler à leur médecin par Internet, commander leurs courses par Internet, faire des choses qui avant, ils n'avaient pas réussi à franchir le pas, quand les portes se réouvrent et qu'on déconfine des économies entières, en fait, les gens gardent une bonne partie de leurs habitudes nouvellement acquises. Ce qui est un autre point qui est intéressant, si je le ramène au sujet du marketing, c'est que cette idée qu'avant, jusqu'à pas très longtemps, on pouvait encore internaliser complètement son marketing, tout faire soi-même, développer toute la technologie soi-même, toute l'utilisation des données, etc., devient de plus en plus difficile et ne passe pas tellement à l'épreuve des faits, en fait. Et notamment quand on demande, ce sont des tests qu'on fait très souvent, on demande à des marketeurs combien d'entre vous ont besoin de partenaires externes pour faire leur métier. Quasiment tous disent oui. Quasiment tous répondent oui, j'ai besoin de sociétés externes pour m'aider. Pour beaucoup, ce sont des agences, mais pour d'autres, ce sont ce qu'on appelle des FMP dans notre domaine, ce sont des entreprises plus techniques, ou une myriade d'autres acteurs qui les aident sur le measurement, sur les analytics, etc. Donc, tous les marketeurs, maintenant, ont tendance à retourner vers l'extérieur pour chercher de l'aide, pour faire leur métier. L'autre chose qui est intéressante, c'est que quand on leur demande est-ce que vous pensez que vous avez maîtrisé votre mix de partenaires et comment ça marche, etc. Quasiment tous disent pas encore. Quasiment tous disent non, j'ai encore beaucoup de choses que je pourrais améliorer. Donc à la fois, il y a la compréhension que les marketeurs ont besoin d'aide, et à la fois, il y a la compréhension que l'aide qu'ils reçoivent actuellement ne résout pas tous leurs problèmes. Donc on a collectivement beaucoup de chemin à faire pour résoudre ça. Donc maintenant, je vais vous expliquer un petit peu ce que nous, chez Facebook, on essaie de faire pour vous aider collectivement. Donc concrètement, on gère un écosystème qui est à peu près un écosystème de 2500 partenaires dans le monde, qui existe donc à peu près 45 pays. Donc globalement, c'est un écosystème qui est assez large, qui existe depuis maintenant, je dirais à peu près 10 ans, et qui est vraiment un écosystème global. Ce qui est important de comprendre, c'est que dans ce qui fait le métier de mon équipe, contrairement à d'autres entreprises, je dirais, nous on a à peu près la moitié de mon organisation qui est une organisation d'engineering. Donc on a à peu près la moitié des gens qui travaillent dans mon équipe qui sont des ingénieurs, qui fabriquent de la techno. Cette techno, elle est déployée parfois directement avec les clients, parfois avec des partenaires ou parfois avec les mixtes des deux. Mais il y a à peu près 50% de ce qu'on fait qui est créer de la technologie. Et ensuite, il y a à peu près 50% de ce qu'on fait qui est de trouver des partenaires qui vont prendre cette technologie et l'amplifier au service de nos clients. Donc il y a vraiment deux fonctions, une fonction technologique et une fonction partenariat, qui vivent en étroite collaboration, mais qui font partie de la même équipe chez Facebook. Je vais vous donner quelques exemples de ce que ça veut dire. Ça, c'est un exemple, par exemple, en Turquie, avec la marque Mercedes-Benz, qui a travaillé avec un de nos partenaires, qui est Kensho, sur l'optimisation de leur taux par clic, où typiquement, en travaillant avec à la fois une grosse agence et un FMP qui est Kensho, la marque a réussi à réduire de beaucoup leur coût par clic d'à peu près 20%. C'est typiquement des choses qui se passent tous les jours. C'est un exemple. Je pourrais passer toute ma présentation à vous donner des exemples. C'est juste pour vous donner quelques illustrations de ce que ça veut dire dans la pratique. Un autre exemple, peut-être un peu plus proche, qui vient en Turquie, typiquement par WhatsApp, où en clair, pendant l'épidémie, les délais de livraison ont été rendus beaucoup plus compliqués. Et concrètement, certaines marques ont pu aller sur WhatsApp pour mieux gérer leur flux de volume de demandes clients et améliorer l'assistance, améliorer les temps de réponse, et là typiquement utiliser un de nos partenaires qui leur permettait d'aller sur WhatsApp pour mieux gérer leur service client à des moments d'énormes pics, comme c'était le cas au tout début de l'épidémie, où les gens ne pouvaient plus se rendre au magasin et tous se ruer sur les services clients. Donc typiquement, ce sont deux exemples de partenaires qui, à un moment donné, vont aider un client à faire quelque chose de critique avec des niveaux de performance très satisfaisants. Donc, pour concentrer un petit peu sur les thèmes que je voulais évoquer avec vous tous, on parle beaucoup du commerce en ce moment sur Facebook, et je vais vous expliquer un petit peu plus ce que ça veut dire et quelles opportunités ça ouvre pour vous tous. De façon générale, l'idée derrière le commerce de Facebook est assez simple, c'est de créer une expérience d'achat qui soit unifiée à travers toutes les apps de la galaxie Facebook. Donc ça veut dire
Typiquement, on peut imaginer sur Facebook, sur l'app Facebook elle-même, des canaux de commerce qui sont plutôt liés à des communautés à grande échelle. Typiquement, sur Facebook, c'est là que les groupes de vente via les groupes Facebook se sont créés. En fait, depuis, on a créé un produit de marketplace autour de ça, mais c'est vraiment la communauté des gens qui achetaient et vendaient les uns aux autres qui s'est créée sur des groupes Facebook. On peut imaginer des modes de commerce qui sont liés à des relations plus étroites, dans un outil comme Messenger, qui est aussi très populaire en France. On peut imaginer des modes de commerce qui sont plus liés à l'expression, qui sont plus visuels, qui sont plus liés à la voix et au ton que les marques veulent donner. Ceux-là ont plus tendance à vivre sur Instagram. Et enfin, on peut imaginer des modes de commerce qui nécessitent vraiment des types de communication très privés, très sécurisés, qui elles ont plus tendance à vivre sur WhatsApp. Donc typiquement, ce qu'on essaie de faire, c'est une expérience d'achat qui soit unifiée à travers nos apps, même si chacune d'entre elles a un rôle assez précis à jouer et une identité propre à la fois pour les acheteurs et pour les vendeurs. Donc concrètement, notre objectif ici est vraiment de créer la meilleure expérience d'achat à la fois pour les acheteurs et à la fois pour les entreprises qui essaient de vendre leurs produits. Donc concrètement, ça veut dire beaucoup améliorer la découverte, tous les phénomènes de découverte qui permettent aux gens d'acheter des choses dont ils ne savaient pas qu'elles existaient ou dont ils ne savaient pas qu'ils avaient besoin ou envie, à la fois de créer des destinations d'achat qui sont propres et à la fois de créer des modes de communication entre les acheteurs et les vendeurs qui sont propres à tout ça. Et tout ça, c'est ce qui est derrière les boutiques Facebook, ce qu'on appelle les Facebook Shops. C'est vraiment le cœur du concept des Facebook Shops, si vous voulez. Donc pour double-cliquer sur cette idée, laissez-moi vous expliquer un petit peu ce que ça veut dire. Donc déjà, comme je vous l'ai expliqué, les Facebook Shops, ils ont vocation à créer une expérience d'achat unifiée sur toutes les apps Facebook. Donc là, je vous donne quelques exemples, un exemple visuel sur chacune des 4 applis, de ce que je vous ai illustré un petit peu avant, mais concrètement, un Facebook Shop peut vivre dans chacune d'entre elles, de différentes manières, avec différents buts, et on essaie de créer vraiment le backbone de ces expériences qui soient communes à toutes ces apps. Ce qui est important de comprendre dans l'univers de Shops aussi, c'est qu'il y a une expérience qui est très orientée consommateur. Par exemple, quand on vous permet de taguer des produits dans des feeds Instagram, qui permet à quelqu'un de découvrir, je sais pas, par exemple une personnalité qui décide de mettre en avant un produit, et dans l'image Instagram, de directement aller vers la fiche produit pour découvrir le produit, le sauver, voire l'acheter. Ou par exemple, tout ce qu'on fait en termes de live shopping ou de shopping en direct sur Instagram, qui permet à quelqu'un de faire un live et de vendre ses produits via un live. Ça, c'est une expérience qui est très orientée consommateur, j'ai envie de dire. Donc il y a à la fois une somme de services qui sont orientés consommateurs pour vous faciliter la vie en tant qu'acheteur, en tant que prospect, et il y a une autre partie de l'expérience qui est vraiment qui consiste à créer des outils pour les pros, pour mettre en ligne leur boutique, pour personnaliser le shopping, pour créer des outils de mesure et de statistiques, pour gérer leur catalogue, pour gérer les messages. Bref, il y a vraiment une partie consommateur et une partie pro. Sur la partie, et pour ces deux, je dirais, il y a deux façons de développer sa boutique. Vous pouvez le faire direct via ce qu'on appelle le gestionnaire des ventes, qui dans Ad Manager, on a créé un module qui s'appelle Commerce Manager, qui permet de le faire sans passer par un partenaire et d'aller en direct pour vendre ses produits directement dans un shop, ou on peut passer par un partenaire, où là on va typiquement travailler avec tous les gros acteurs du marché dans le monde. On a vocation à créer un écosystème assez large pour Shops qui aura comme particularité d'être intégré verticalement, c'est-à-dire qu'on va aller depuis la création du site web jusqu'à la gestion du catalogue et des renseignements, jusqu'à la gestion de la pub, le service client, la gestion des commandes, etc. Donc il va être orienté qui va être intégré verticalement. Et à la fois, on va avoir une orientation qui va nous permettre de couvrir tous les types de clients. Qu'on a depuis des tout petites PME qui par exemple vont utiliser, je sais pas, Sendinblue pour faire de l'email marketing typiquement, qui vont peut-être utiliser, je sais pas, WordPress par exemple pour hoster leur site web, ou qui vont peut-être utiliser Square pour leur paiement, jusqu'à des clients très entreprises qui vont vivre sur Magento, sur Wix, sur WooCommerce ou sur PrestaShop. Et on essaie vraiment de faire en sorte de gérer à la fois verticalement et horizontalement sur le type de client. C'est vraiment ce qu'on est en train de faire en ce moment. J'espère que ça vous a donné une petite aperçu de ce qu'on essaie de faire sur Shops. Il y aurait beaucoup plus à dire, mais je voulais vous donner une petite flavor de tout ça. Maintenant, je vais changer un tout petit peu de sujet sur un sujet connexe, qui est le sujet des signaux, qui est à mon avis un sujet cœur de cette conférence en général et du monde de la publicité dans les années à venir.
Ce qui est important de comprendre, comme vous le savez tous, c'est que la confidentialité des données est un sujet de plus en plus important pour le public, ça va de soi, et qui touche bien sûr Facebook, mais bien au-delà de Facebook, qui touche tout notre secteur. Et tout notre secteur a besoin de profondément changer pour répondre à des nouvelles attentes des consommateurs, et ces nouvelles attentes qui sont transformées en loi par beaucoup de gouvernements à travers le monde. Donc ça a commencé par le RGPD en Europe, dans la communauté européenne, et par la loi de CCPA qui vient juste d'être votée aux États-Unis le jour des élections, et qui a vocation à s'appliquer dans les années qui viennent sur tout le continent nord-américain. Donc il y a à la fois une évolution réglementaire qui est très importante, fondamentale, et qui est vraiment, j'ai envie de dire, la réaction des gouvernements pour répondre à de nouvelles attentes de leurs citoyens. Et à la fois, il y a des tas de modifications techniques dans notre secteur. Vous avez des changements au niveau des navigateurs, des plateformes publicitaires, des gens qui fabriquent des téléphones, qui sont en train de modifier beaucoup l'architecture de données qui sont et comment on peut les collecter, les utiliser pour gérer des outils publicitaires. Donc tout ça, à la fois des changements techniques et réglementaires qui ont vocation à transformer notre industrie profondément. Concrètement, un autre point qui est important, c'est de comprendre que le risque de perte de signaux a vraiment vocation à toucher tous les aspects du funnel marketing. À la fois ce qu'on appelle le haut du funnel, qui est quand vous cherchez un produit, quand vous visualisez des contenus, à la fois les éléments qui sont ce qu'on appelle traditionnellement le mid-funnel, c'est-à-dire les wishlists, les contacts, quand on s'abonne à une newsletter, tout ce qui exprime de l'intérêt pour un produit, et à la fois les éléments de bad funnel quand on achète, qui peut être s'inscrire à un programme de loyauté, acheter, donner ses informations de paiement, etc., etc. Donc vraiment, tout le marketing mix va être transformé à chaque étape du funnel, et ça c'est très important de bien le comprendre pour comprendre quoi faire. Concrètement, il y a beaucoup d'acteurs dans notre industrie qui sont en train de créer des solutions, et pour beaucoup de créer des suites d'API qui vont aider toute l'industrie du marketing à s'adapter à ces changements. Ici, c'est un exemple d'un graphe qui vous montre comment ça peut fonctionner. Typiquement, Facebook a publié une API qui s'appelle la Conversion API, qui a vocation à permettre aux clients directement de partager leurs données avec Facebook en se rendant indépendant des techniques liées au navigateur et en gardant plus de contrôle sur quelles informations ils collectent et quelles informations ils partagent avec nous pour utiliser à des fins publicitaires. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, la fondation de ce qu'on fait, qui est la première étape, mais il y a beaucoup de nouvelles API qui sont développées par beaucoup d'acteurs, qui, à mon avis, méritent vraiment votre attention, bien au-delà du monde Facebook, d'ailleurs. Concrètement, on a beaucoup de partenaires dans ce contexte qu'on essaie de déployer pour aider nos clients. On a des partenaires qui travaillent sur le online, on a des partenaires qui travaillent sur le offline, on a des partenaires qui nous aident sur les signaux à l'intérieur des apps, à la fois sur l'aspect pixel et sur l'aspect Conversion API. Le but qu'on cherche vraiment à suivre ici, c'est à la fois de protéger la confidentialité des données des personnes, ce qui est fondamental, tout en essayant au maximum de répondre aux besoins des entreprises qui ont besoin de notre plateforme pour se développer, pour trouver des nouveaux clients. Donc vraiment trouver cette balance, trouver cet équilibre entre ces deux buts fondamentaux qui sont vraiment les guides de notre stratégie long terme. Donc comme je vous l'ai dit, nous avons créé des partenaires qui peuvent vous aider. On a une suite de partenaires qui peuvent vous aider sur tout ce chemin. Je vais passer rapidement là. C'était un exemple de comment quelqu'un pourrait voir une publicité, par exemple dans son newsfeed Facebook pour acheter des chaussures, décide de les acheter sur un navigateur, ouvre son tablette pour regarder le panier, décide d'aller en magasin pour essayer les chaussures et les achète à nouveau sur son tablette. Typiquement dans un chemin comme ça, on a vocation à créer un écosystème de partenaires qui peut vous permettre de reproduire toute cette expérience dans le monde de 2021. Pour conclure, parlons un petit peu d'avenir. Si je peux vous donner quelques conseils sur quoi faire, voilà un petit peu là où je me concentrerai. Le premier conseil, c'est de viser la rapidité et la grande échelle. Ce que je veux dire par là, c'est que les évolutions sont tellement rapides que maintenant les temps d'apprentissage ont été énormément réduits. Mais à la fois, pour pouvoir apprendre rapidement et comprendre comment gérer toutes ces nouvelles contraintes, il faut les faire avec une certaine échelle. Donc c'est vraiment de chercher à se développer, de chercher à lier la vitesse et le scale. Et ça, c'est très important dans l'approche que vous avez de votre mix marketing.
Le deuxième conseil que je ferais, c'est d'apporter beaucoup de soin à la manière dont vous allez choisir les partenaires avec qui vous allez travailler. D'investir du temps, c'est une décision qui devient de plus en plus stratégique pour les marketeurs. C'est pas seulement de choisir ses channels ou de faire son media planning ou de gérer son agence de créa, mais maintenant choisir la galaxie des partenaires avec qui vous décidez de travailler devient vraiment un acte stratégique. Et donc il faut y passer du temps, il faut essayer de ne pas les traiter juste comme des fournisseurs, mais comme des vrais partenaires, de s'investir dans la relation, de faire que les équipes se connaissent, apprennent à travailler ensemble, qu'elles utilisent des plateformes technologiques communes, qu'elles utilisent des compétences communes. Ça, c'est vraiment important, d'investir dans la relation avec vos partenaires. C'est comme ça que vous tirerez les fruits de ces partenariats. Enfin, je dirais, il est important de bien réfléchir à ce que vous voulez internaliser par rapport à ce que vous voulez externaliser. Typiquement, les fonctionnalités de données ont tendance, probablement vocation à être plus proches de l'interne que de l'externe. Et ça, c'est une compétence qui est très importante. Et le dernier point que je ferai, c'est vraiment de traiter votre marketing mix et votre mix de partenaires comme un produit. Et de faire de l'itération, de l'évaluation, du changement. De l'itération, de l'évaluation et du changement en permanence. Et c'est comme ça que vous arriverez à trouver à la fois le mix qui marche pour vous, et à la fois que vous garderez de la vélocité et vous aurez la possibilité de créer un avantage compétitif par rapport à vos concurrents. Donc tout ça pour vous dire que, rassurez-vous, c'est notre métier de vous aider dans tout ça. Donc nous avons vocation à vous accompagner tout au long de votre parcours. J'ai mis dans ce slide que les organisateurs de la conférence partageront un lien facebook.com/business/marketingpartners qui vous donne accès à toute la galaxie des partenaires qui existent, à la fois pour comprendre ceux que vous pourriez utiliser et à la fois pour comprendre où aller si il est dans votre intérêt de devenir potentiellement un partenaire ou de mieux comprendre nos programmes. Je vous remercie beaucoup de votre attention, je vous souhaite une excellente conférence et nous sommes ravis de travailler avec vous dans l'avenir et je vous souhaite à tous une excellente fin d'année. Merci beaucoup.